Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour, jour de réveillon aussi. Donc évidemment j'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, joyeux Noël, profitez des vôtres, prenez soin de vous et d'eux. Bref, on se retrouve aussi pour parler de Lionel Messi. L'idéal dans cette trêve hivernale serait d'oublier le football horrible que Pochettino et notre PSG nous ont proposé depuis septembre, même si les résultats suivent. J'ai décidé de ne pas y contribuer en parlant tout simplement de celui qui en octobre était l'exemple parfait de ce PSG un petit peu perdu, qui se cherchait, qui n'avait pas de repères, encore moins de tactique, d'identité de jeu, c'est évidemment Lionel Messi. Par contre, depuis début décembre, ces dernières semaines, ces derniers matchs, surtout contre Lorient, c'est un petit peu poussé au point d'orgue à son paroxysme, et bien dans le jeu, il y a quand même beaucoup d'améliorations, du mieux pour Lionel Messi, des motifs d'espoir pour 2022, même si en termes de statistiques, on est au même point. C'est-à-dire que, ne mâchons pas nos mots, c'est catastrophique, c'est médiocre. Un but en 10 matchs, oui, il y a 6 poteaux, on va revenir sur cette question des poteaux, manque de réalisme, manque évidemment de réussite aussi, de lucidité, et puis quand tu regardes ses stats en Ligue des Champions, tout de suite tu identifies pour quelle compétition il est venu. 5 buts en 6 matchs, des buts qui comptent, le second contre City au Parc qui plie le match, le doublé contre Leipzig au Parc qui nous maintient un flot, victoire 3-2, et puis ce magnifique but contre Bruges dont lui seul a le secret, et il ne faut pas les banaliser ce genre de but, parce que tous les buts en fait qu'il a marqués, ils sont très peu nombreux, ils se ressemblent un petit peu tous. C'est du Lionel Messi, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est lui qu'il faut banaliser ce genre de but absolument magnifique, même s'il n'en reste pas moins inutile, celui contre Bruges au Parc des Princes début décembre. Bref, en termes de statistiques, nous sommes tous d'accord, c'est médiocre, c'est mauvais. En termes de marketing, je voulais juste m'arrêter parce qu'il y a eu des chiffres qui sont sortis. Le PSG a passé le million de maillots vendus. Ça, c'est très bien. On sait tous que Lionel Messi a eu son rôle là-dedans. Il y a même quelqu'un du club qui a pris la parole en disant qu'aujourd'hui, il y avait des petits problèmes vis-à-vis du Covid, des matériaux pour fabriquer, pour produire. Ils n'arrivent pas à suivre la demande, en gros. Et s'ils en étaient capables, s'ils pouvaient produire plus, ils vendraient encore plus. Donc, c'est excellent, évidemment, pour le club. En termes de marketing, les contrats, quand tu les renégocies, ça flambe. Quand, évidemment, tu vas sur un marché, eh bien, il y a de plus en plus d'offres de partenariats. Ça, c'est super cool pour le club, mais évidemment, c'était une science exacte quand il a signé. Le Parc des Princes, pareil, en termes d'affluence, ça flambe. En termes de prix aussi, même si cette tendance, tu l'observais déjà sur ces dernières années. Et je ferai juste une petite parenthèse, parce que depuis qu'on a tiré le Real, on voit sur la billetterie que les prix flambent. Ça monte jusqu'à 2500 € et tout ça. Et les gens tapent sur le club, notamment les supporters madrilènes, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. D'abord, la billetterie n'est pas ouverte. Déjà, c'est pas du ressort du club, dans la mesure où Ticket Place, c'est une plateforme qui a été mise en place par le club pour que les abonnés puissent revendre leur place quand ils ne peuvent pas assister au match. Le problème, c'est que tu en as qui en profitent aussi pour se faire des marges. Pourquoi pas rembourser leur abonnement à l'année, qui coûte cher aussi. Et c'est pour ça que ça flambe, parce qu'il n'y a pas de limite de prix, et surtout parce que à chaque fois qu'un abonné vend sa place à un particulier, le club prend une belle commission, un joli pourcentage sur le prix de la place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop tomber sur le club parce que c'est du ressort des abonnés. Pourquoi pas filtrer un petit peu plus tes campagnes d'abonnement, voilà. Et aussi, évidemment, parce que le club se fait de l'argent. Il y a des intérêts, même si bien sûr, c'est très regrettable de voir que le Parc des Princes aujourd'hui, ça coûte super cher, quoi. Je suis allé voir PSG Montpellier en septembre, à la même place, aujourd'hui, c'est 5 fois plus cher pour le match contre le Real Madrid. Maintenant, voilà, c'est aussi une question de chance si vous arrivez à accéder à la billetterie le jour des ventes. Bref, dans tous les cas, je voulais juste mettre ça un petit peu au point pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche. Aujourd'hui, la billetterie n'est pas ouverte, c'est du ressort des abonnés. Et en plus des médias qui ont été complaisants avec ce genre de critiques, notamment Le Parisien, je trouve que c'est un petit peu de la démagogie, donc je voulais un petit peu en parler. Bref, on a fait le tour sur le marketing. Évidemment, d'un point de vue sportif, c'est la case qui est le moins cochée. D'un point de vue politique, bien sûr, là, ton rayonnement est excellent, ça a un écho planétaire. Maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a la question de l'adaptation. Alors ça, j'aimerais revenir, les Catalans qui nous disaient « les Parisiens, vous ne connaissez pas Lionel Messi, vous ne le regardiez pas parce que vous vous plaignez qu'il ne court pas, qu'il ne s'investit pas, mais il le faisait déjà à Barcelone, il a 34 ans, il ne va pas se réinventer. » Ok, pour le 34 ans, il ne va pas se réinventer. Par contre, non, on regardait le Barça, seulement quand il était là-bas et qu'il ne courait pas, on s'en battait les couilles. Nous, on n'en a rien à foutre qu'il ne court ou pas quand il est au Barça. Par contre, quand il arrive chez nous, où il doit partager évidemment les statistiques, les occasions de but et aussi l'investissement défensif avec Mbappé et Neymar, ça devient compliqué tout de suite. Et là, la question que tu te dis, ce serait hypocrite. Évidemment, ce serait hypocrite de dire 34 ans, il doit se réinventer, il doit courir 10 km. Non, on va pas demander ça à Lionel Messi quand même. C'est un joueur comme Mbappé, comme Neymar, qui a besoin de ne pas avaler 13 km
pour garder toute sa lucidité dans les 30 derniers mètres. Mais rendez-vous compte de ce que ces joueurs font aux abords de la surface. Évidemment que s'ils courent 13 km, les mecs, s'ils font les efforts défensifs, derrière, ils ne feront pas ce qu'ils font. La fantaisie d'abord, et ensuite, dans le meilleur des cas, la magie, les statistiques. Ce que Neymar a un petit peu perdu cette année. J'aimerais aussi m'arrêter sur le classement des buteurs. C'est sorti là cette année, je ne l'ai plus trop en tête. Bon, c'est Mbappé le premier. En gros, tu as Mbappé sur une planète, tous les autres sur une autre planète. Et d'ailleurs, tu en as même qui sont dans un autre club aujourd'hui. Moiskin et Sarabia. Tu as aussi Neymar qui est deuxième avec les pénaltys et qui dégringole complètement sans les pénaltys. 11 buts avec les pénaltys en 2021, 4 dans le jeu pour Neymar. C'est absolument famélique. Di Maria pareil, je crois que c'est 5 buts en 2021. Ensuite, tu as Marquinhos qui est dans le top 5, Keane et Sarabia. Franchement, des mecs qui ont fait une demi-année. Et pire encore, Keane, franchement, son année 2022 au PSG, je suis désolé, mais il ne faut pas faire table rase. C'est pas parce qu'il est parti et qu'aujourd'hui certains le regrettent qu'il faut nier, 1, il y a eu le Covid, 2, il a peiné à s'en remettre, 3, même s'il a bien commencé, à partir de mars-avril, ça devenait compliqué pour lui. Dans les matchs, il était un peu dépassé. Oui, il y avait le Covid, perte de lucidité devant le but, mais dans tous les cas, il est toujours là. Tout ça pour illustrer un petit peu que c'est un secteur en général qui est complètement aujourd'hui un petit peu à la rue, on va dire, dans ce PSG-là. Et Icardi, évidemment, qui est aussi dans ce classement, te montre que voilà, t'as pas besoin d'en faire beaucoup, te suffit juste d'être un neuf. Aujourd'hui, Icardi, on va pas se mentir, il en a rien à foutre du foot. Mais encore une fois, il nous rapporte un point contre Lorient. Il nous rapporte des points depuis le début de la saison. En fin de saison dernière, pareil, il est là dans les derniers moments. Lorsqu'un peu on joue à l'arrache et qu'on se décide à centrer, eh bien il reprend les ballons tout simplement. Bref, c'est très très compliqué. C'est un secteur vraiment qui est très sensible. Parce que se séparer d'Icardi, c'est compliqué parce qu'il faut évidemment le remplacer. Mbappé, il y a la question de son remplacement. Di Maria, la prolongation, j'y reviendrai évidemment dans une autre vidéo. Et dans tout ça, Lionel Messi est arrivé. Lionel Messi, à son arrivée, j'étais content bien sûr parce que voilà, c'est Lionel Messi. Et aussi parce que il était réputé pour avoir une bonne finition. Je me suis dit, enfin, dans les 30 derniers mètres, on va avoir quelqu'un un petit peu tueur. Au final, il n'en est rien. Et ces premiers mois ont été très très compliqués. Pour Lionel Messi, il y a eu aussi la question de l'utilisation, par Mauricio Pochettino bien sûr. Au début, c'était vraiment coller la ligne. Là, c'est un petit peu moins, c'est estompé, même si contre Lorient, on l'a vu, faire de belles choses depuis la ligne. On va pas être hypocrite. L'action que Di Maria foire complètement, Ramos le lance, il est un petit peu excentré évidemment, et il prend la profondeur. C'est des actions qu'on a très 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 peu vues. Je crois, franchement, je pense que c'est une des seules, peut-être il a dû en faire 2 ou 3 depuis qu'il a signé, des actions comme celle contre Lorient. C'est pour ça, Di Maria assassin, qui vient un petit peu louper un petit peu tout ça. Bref, donc c'est compliqué d'avoir un Lionel Messi dynamiteur. Ensuite, il y a la question du fait, c'était le joueur d'un club jusque-là, quitter Barcelone dans des conditions un petit peu bizarres. Il y a la famille aussi, c'est quelqu'un qui est très famille. Ne pas oublier aussi qu'à Barcelone, tu vis pas comme à Paris, surtout quand tu es argentin. Voilà, on l'a vu avec Neymar qui a peiné à s'habituer à la vie parisienne. C'est pas du tout la même vie. Voilà, surtout quand au début, il habitait à l'hôtel. C'est vrai qu'en termes de pratique, c'est pas l'idéal. Lui-même le disait. Il habitait surtout dans un hôtel qui était en plein centre de Paris. Donc la circulation, tout ça, évidemment, tu peux pas prendre le métro. C'est compliqué. Le froid aussi, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Je pense que c'est à faire rentrer en ligne de mire, mais pas non plus le mettre tout là-haut, bien évidemment. Par contre, il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. J'aimerais quand même le dire. On l'a vu en plus, en tant que Français, on a vécu la Coupe du Monde 2018. Et on a vu qu'un Kimpembe, par exemple, a peiné beaucoup à s'en remettre de ce titre. Voilà, il y a toujours au minimum 6 mois ou des joueurs qui s'en remettent tout simplement jamais. Il y en a qui peinent à retrouver leur niveau. Alors aujourd'hui, il y a Umtiti. Dans un autre registre, tu as Benjamin Mendy. Là, c'est quand même un petit peu plus délicat. Bref, tu as Kimpembe qui s'en est remis, qui est aussi un joueur cyclique, comme je disais dans ma dernière vidéo. Et cette année, Lionel Messi, c'est quand même quelqu'un qui, plus que n'importe quel autre joueur aujourd'hui sur la planète foot, avait une pression dantesque au niveau de la sélection nationale. Il a remporté la Copa América. Et c'est vrai que il peut avoir un petit temps d'adaptation pour s'en remettre, bien sûr, au niveau de l'investissement et puis sur le terrain en termes de compétitivité. C'est pas qu'une question physique. Je pense qu'il y a aussi une dimension psychologique dans le fait qu'il ait remporté la Copa América. Bref, au début, on voyait un joueur un peu perdu, on pouvait parler de flop. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de flop sont encore une fois un petit peu précipités, mais c'est évidemment la marque de fabrique de la communauté parisienne.
Attendons évidemment la fin de saison. Je pense que là, il y a une montée en puissance qui est en train de s'opérer. Il y avait aussi la Ligue 1, bien sûr. Aujourd'hui, les joueurs ne sont pas les mêmes qu'en Liga. Neymar en a fait les frais. C'était son grand combat, les arbitres. Son grand combat de ces 2 premières années. Les arbitres ne sont pas pareils en Ligue 1 qu'en Liga. Les joueurs aussi, évidemment. En Ligue 1, ils en ont rien à foutre. L'exemple parfait pour citer tout ça, c'est un jeune. C'est Xavi Simons, et je le cite tout le temps. Il a quitté le Barça, il a quitté la Masia. Encore une fois, ceux qui veulent résumer ce choix à l'argent ne sont pas du tout objectifs, dans la mesure où il a travaillé là-bas sa vision de jeu, sa vista et tout ça. Je ne dis pas que les défenses sont nulles à chier en Espagne, je dis juste qu'en France, elles sont plus rugueuses, plus athlétiques. Donc il est venu pour travailler le haut de son corps, voilà, essayer évidemment de résister pour ensuite, lorsqu'il aura 25 ans, prétendre à signer, je ne sais pas, dans un club anglais, aussi pour percer accessoirement au PSG, ou alors en Italie. Voilà, quand tu joues à l'Inter, que tu affrontes un De Ligt, j'en parlais dans ma dernière vidéo, c'est vrai qu'il faut évidemment travailler le haut de son corps, le côté athlétique, et le championnat de France est un petit peu ce qui se fait de mieux. Alors après, est-ce que c'est du football, est-ce que c'est de l'anti-football et tout ça, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans bien sûr, mais c'est un fait. Dans tous les cas, il fallait s'y adapter. Aujourd'hui, je pense, contre le match contre Lens, il avait pris le jeu à son compte. Ce qui est dommage, c'est que ça ne s'est pas du tout concrétisé. Et contre Lorient, il a vraiment été bon. 11 dribbles réussis. C'est vraiment des stats qui sont honorables. Il nous a fait plaisir. Son occasion, encore une fois, sur la barre. Bref, c'est quelqu'un qui est en train de prendre ses responsabilités, qui emmène un petit peu tout le monde avec lui. Il lui manque la réussite. C'est vrai que j'aimerais revenir sur ces 6 poteaux parce que ça change un petit peu la donne. C'est-à-dire que dans une dimension, tu te dis, à chaque fois, les matchs où on laisse des points, en première mi-temps, nos attaquants nous vendent. Contre Lorient, on fait nul, mais chacun a son occasion. Même Wijnaldum a une occasion qu'il foire complètement. Et au final, ça fait prendre confiance à l'adversaire. Il marque et nous, derrière, on est incapable de revenir au score. Bon, on le fait au dernier moment, mais dans tous les cas, on ne ramène pas les 3 points contre le 19e de Ligue 1. À chaque fois, contre Rennes, ça c'était l'exemple parfait en termes de vendange, nos attaquants nous vendent. C'est-à-dire que s'ils marquent, si les mecs ont de la réussite et sont en forme, installent une dynamique, la lecture des matchs et du coup de la première partie de saison est complètement différente. Identité de jeu ou pas, il y aurait eu beaucoup de circonstances atténuantes pour le PSG si on pliait les matchs, parce qu'on en avait l'occasion, dès la mi-temps, bien évidemment. Alors après, je me dis, bon, si ces problèmes, on les rencontre maintenant et qu'on les a plus en février-mars, si tout le monde un petit peu reprend du poil de la bête, pas de problème. Ce sera d'un côté un petit peu anecdotique, puisqu'en plus en Ligue 1, on n'en reste pas moins très très solide leader. Donc il y a les poteaux évidemment, et je me dis que si on prend les poteaux, il y a celui contre Bruges, celui contre Lyon évidemment, celui contre Lorient encore, je crois qu'il y en a un contre Lens aussi, mais s'il marque 2, 3 des 6 poteaux qu'il touche, derrière tu as une dynamique qui s'installe. Le foot, c'est aussi une dynamique. Le Real, en ce moment, marche un petit peu sur l'eau. Carlo Ancelotti joue un petit peu avec les mêmes hommes. Alors ça vaut plus trop parce qu'il y a eu le Covid qui est passé entre-temps. C'est vrai que le Real ont été très durement touchés par le Covid. Il y a eu beaucoup de cas positifs. Du coup, ils étaient obligés de faire tourner et tout ça. Mais dans tous les cas, en novembre, un petit peu, c'était tout le temps le même 11. Il y avait des automatismes. Ils savaient tous quoi faire. Chacun avait sa consigne et tout ça. Ça entraînait évidemment du dépassement de fonction, donc de très très grosses performances collectives. Et une fois que tu installes cette dynamique et tu as l'impression que elle ne va pas se briser, tu rafles tout sur ton passage et tu es très très fort. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose pour Lionel Messi. Il faut qu'il instaure une dynamique. Et si ces poteaux, il les avait mis, aujourd'hui, ça aurait entraîné évidemment d'autres buts et une dynamique qui aurait été tout autre aujourd'hui. Donc ça, je trouve que c'est à prendre en compte. La Copa América, la question de la dynamique de la réussite. Et aujourd'hui, je trouve quand même que 2022, s'il la commence comme il a fini 2021, normalement, la pente ascendante va continuer à s'accentuer et à être marquée. Maintenant, il ne reste plus qu'à concrétiser, bien évidemment, pour Lionel Messi. Évidemment, on ne fait pas table rase de ses débuts qui sont pour moi manqués, tout simplement, pour Lionel Messi. C'est vrai que d'un autre côté, au niveau statistique, au niveau de l'apport, c'est quelqu'un qui... alors avec Verratti et Mbappé, les relations sont saines. Vraiment, c'est les 2 joueurs avec qui il a les meilleures relations. Surtout, en fait, je pense que c'est bizarre, mais c'est là que tu te dis le foot, ça a beau être un plaisir, mais à un moment donné, quand tu es professionnel, c'est aussi un métier. Et c'est vrai que parfois, quand tu travailles, je ne sais pas, avec ta femme ou avec ton meilleur ami, un copain à toi, tu peux être un petit peu moins productif. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec Di Maria.
C'est plus Di Maria qui cherche un petit peu trop Lionel Messi. Mais voilà, au point d'en délaisser un Achraf Hakimi par exemple. Et avec Mbappé et Verratti, la relation est beaucoup plus professionnelle. Bah, ça marche beaucoup plus en fait. C'est beaucoup plus efficace parce que c'est pas forcé, c'est naturel. Avec Neymar qui s'est retrouvé bon nombre de fois en position de frappe ou de trouver un autre partenaire mieux placé que Lionel Messi, mais qui voulait absolument faire marquer son copain. C'est vrai que cette dimension est aussi à prendre en compte. Ça, c'était valable pour Neymar jusqu'à qu'il se blesse et pour Di Maria aujourd'hui. Voilà, Achraf Hakimi est aussi évidemment un grand perdant, même si je pense qu'Hakimi aujourd'hui est plus un perdant de la logique tactique de Pochettino avant d'être un perdant de la présence de Lionel Messi sur le terrain, bien évidemment. Et puis Achraf Hakimi a aussi ses responsabilités, bien sûr. Bref, dans tous les cas, ses débuts sont manqués tout simplement, c'est mauvais, mais je voudrais quand même noter que ces derniers temps, on a vu du mieux. Contre Lens, c'était un bon match de la part de Lionel Messi. Contre Lorient, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était le meilleur sur le terrain. Il a pris le jeu à son compte, entre les lignes très très bon. Et encore, Lorient nous a laissé le ballon. Évidemment, ça lui a donné des situations, mais il le serrait aussi très bien. Hein, voilà, il avait quand même une défense assez rugueuse face à lui. Après, c'est sûr que quand tu as le ballon 80% du temps, c'est plus facile pour Lionel Messi. Voilà, plus entreprenant bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir un petit peu tout dit sur Lionel Messi. Je voulais vraiment en parler parce que c'est vrai que c'est une signature qui a fait beaucoup de bruit, qui a complètement bouleversé notre mercato, dans la mesure où aujourd'hui, on le sait, le PSG voulait faire Paul Pogba, travailler sur Pogba doucement mais sûrement, et tout s'est renversé en 4 jours quand il a préféré complètement bifurquer et changer de chemin en signant Lionel Messi plutôt que le milieu mancunien. Alors aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que si on avait signé Pogba, on n'aurait pas nos problèmes au milieu. Et Lionel Messi ne cristalliserait pas un petit peu toutes les attentions des médias et attentions tactiques sur le terrain de son pote Di Maria par exemple. Bref, j'ai très bon espoir pour la seconde partie de saison de retrouver un Lionel Messi en forme qui enchaîne les buts. En plus, on l'a vu, le passé joue avec nous, joue en la faveur de la thèse que je veux défendre, la montée en puissance. Il a commencé à monter en puissance au Barça ces dernières saisons, dans ces eaux-là, au niveau de décembre. Là, tu as l'impression que l'adaptation, il a passé un petit cap, ou du moins, si on veut être encore plus optimiste, il l'a passé tout simplement en entière. Mais voilà, j'espère que ça va être beaucoup mieux. Et puis, je ne veux pas juger, je ne veux pas dire c'est un flop, je ne veux pas dire on a mal fait de le signer et tout ça, parce qu'il reste encore une demi-saison. Et surtout la plus importante, on sait tous que si on va en demi ou en finale de Ligue des Champions, on fera table rase de tous ces matchs de merde qu'on a vécu en octobre-novembre. Voilà. Après, il y a aussi la question du coach qui rentre en jeu et Pochettino ne devrait pas partir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, joyeux Noël. Si vous voulez évidemment un beau cadeau de Noël, je ne pense pas que ce serait un communiqué du club qui licencie Pochettino, mais déjà Kurzawa voudrait partir et a des prétendants, pas n'importe qui, Naples, le Napoli quand même qui s'intéresse à lui. Je crois qu'il y a aussi un club anglais, West Ham si je ne me trompe pas, et la Lazio Rome. C'est quand même très honorable pour lui. Enfin, je me dis quand même, si c'est pas eux, c'est qui s'y intéresse. C'est vraiment très bien, je suis content. Et il y a aussi Rafinha qui est sur le point de partir à la Real Sociedad, même si le PSG prendrait un petit peu plus de la moitié du salaire, je crois, en charge et que ce serait un prêt sans option d'achat. Au fait, l'échange Icardi-Arthur, dont je vous parlais dans une vidéo en début de semaine, refusé par le PSG qui veut un prêt au minimum avec une obligation d'achat tout simplement pour Mauro Icardi. Voir que le club est enclin à le laisser partir, je me dis, s'il y a un club qui fait tout pour le signer et réussit, ça veut dire que au niveau de l'attaque, déjà ça entérinerait, je pense, ça bouclerait la prolongation de Di Maria. Et surtout, là, il va y avoir un sacré boulot à ce poste-là. On en parle, soit ce week-end, soit la semaine prochaine, de ce poste évidemment d'attaquant et toute cette ligne d'attaque qu'il va falloir refonder tout simplement au PSG. Allez, bonne soirée, bon réveillon à tous, ciao les amis, et vive le PSG.